Avez-vous déjà fait l'expérience d'une réussite qui vous a semblé vous paraître complètement naturelle? Vous savez, ce sentiment étrange et délicieux d'être arrivé au résultat auquel vous êtes arrivé sans forcer, parfois même sans le vouloir. C'est magique, n'est-ce pas? J'ai découvert le snowboard quand j'avais 16 ans. Ça a marqué le début d'une réaction en chaîne de passion incroyable qui m'a mené à découvrir la street luge 6 ans plus tard. Et à travers cette pratique, à connecter, à vivre et à comprendre à ces moments magiques. La street luge, c'est ça. Et en blanc devant, c'est moi. Nous descendons, allongés, les pieds devant, des routes vallonnées, fermées à la circulation, sécurisées, avec des bottes de paille, des filets, des matelas. Tout le vocabulaire que vous pouvez imaginer associé au sport de glisse, au sport extrême s'y retrouve. L'intensité, la vitesse, l'adrénaline, le fun et le risque. Il s'est très vite avéré que j'avais un plaisir énorme à faire de la luge et également du bodyboard, qui est une autre discipline plus petite, plus maniable, plus joueuse. Et j'avais également certaines facilités. Ça m'a menée à être championne du monde, championne d'Europe, 4 ou 5 fois championne de France, en catégorie femmes, et à chaque fois dans les 2 disciplines. Et également, là où c'est devenu encore plus intéressant, c'est quand j'ai commencé à faire des résultats en catégorie open, avec les hommes donc. J'ai accumulé avec les années les places d'honneur, avec des fois une incartade sur un podium. Mais vous savez quoi? Il y a une chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est ce rapport à la compétition et à la performance. Parce que toujours, lorsque j'étais sur des événements, il y avait un je ne sais quoi qui me plaisait moyen. Parce que vous savez quoi? La compétition, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais alors pas du tout. Je l'ai toujours vu comme un biais pour accéder à des routes absolument incroyables que j'avais du coup la chance de rouler fermé à la circulation et sécurisée avec mes amis et d'une manière générale passer du temps vraiment de qualité avec la communauté internationale ou nationale. La compétition en soi a toujours été un prix à payer, jamais une fin en soi. Étonnant pour quelqu'un qui a mes titres. Je veux dire, regardez cette photo, regardez ma tête. Je suis en pleine décomposition. Je suis en pole position en finale des championnats de France de descente en bodyboard, donc ces petits engins plus maniables dont je vous parlais. Et au vu de mes résultats sur les tours précédents, j'ai de fortes chances d'accéder à la plus haute marche du podium. J'aurais du coup fait l'histoire, dans l'histoire de la street luge, en étant la première femme en street luge ou en longboard à accéder à la première marche d'un podium en catégorie open. Et pourtant, ou peut-être à cause de ça, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer en courant. Le dialogue intérieur qui se passe à ce moment-là, il est assez intense. J'ai un blocage vis-à-vis de la pression. C'est vraiment ce rapport à une obligation d'être performante à un moment donné qui va me faire perdre une partie de mes moyens si je laisse cette pression prendre le dessus. Et avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui ont cette capacité à arriver à des résultats incroyables au prix d'une volonté de faire, d'une discipline incroyable et d'une résistance à la pression sans faille, c'est quelque chose dans lequel je ne me suis jamais retrouvée. J'ai toujours eu ce sentiment, en fait, de me sentir comme une forme de fraude parce que j'avais une forme de vision binaire de la performance. Cette vision binaire, elle était soit tu es une compétitrice hors pair, qui est complètement engagée, disciplinée, résistante à la pression, capable d'avoir un entraînement incroyable, ou alors tu es cette dilettante complètement illégitime qui n'a pas son mot à dire. S'il y a bien une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que il n'y a rien de binaire. On n'a pas à être dans une catégorie ou dans l'autre. Et qu'on peut atteindre performance et épanouissement à travers bien des chemins. Ces blocages, je les ai compris comme étant un héritage d'une forme d'injonction culturelle et sociétale qui associe le dépassement de soi et la performance à une discipline spartiate et à une attitude quasi combative. C'est du coup mon analyse. Et ça se retrouve dans les expressions populaires. J'en ai pris quelques-unes pour illustrer mon propos. Être en compétition avec soi-même, se faire violence,
ou alors pléthore de citations, dont celle-ci particulièrement édifiante de Bruce Lee, qui nous dit que celui qui veut réussir doit apprendre à combattre, à persévérer et à souffrir. Je ne sais pas vous, moi, ça ne me donne pas du tout envie d'être performante selon ces termes. Et j'ai appris, en fait, avec les années, à nuancer cette chose. Par contre, j'ai voulu aller un petit peu plus loin quand j'ai commencé à faire cette recherche pour vous trouver à la base uniquement des citations. Je me suis dit, allons voir l'étymologie du mot performance. Et là, c'est devenu vraiment très intéressant. Figurez-vous qu'en ancien français, performance renvoie à la perfection en train de s'accomplir. C'est par ailleurs un mot aux origines anglo-saxonnes qui vient du vocabulaire des courses hippiques, qui renvoie au comportement du cheval pendant la course. Ce sont les évolutions culturelles et sociétales qui ont tout doucement fait glisser cette notion vers une quête sans fin d'un record toujours plus extrême. Et on le voit également à travers les synonymes qui y sont associés dans le dictionnaire, tels que record, exploit, prouesse. On a donc une notion qui a glissé avec le temps. Il s'avère que moi et beaucoup d'autres gens qui n'ont peut-être pas appris à l'articuler de la même manière ne se retrouvent pas dans cette vision de la performance, voire même quand j'essaye trop de forcer les choses et de me faire violence, le résultat est carrément l'opposé de celui que je voudrais avoir. Je me suis rendu compte que finalement toute ma vie, que ce soit à travers mon parcours sportif, mais également mes études et ma vie professionnelle, j'ai toujours été dans cette quête de la justesse de l'expérience que j'étais en train de vivre. Et c'est de cette manière que j'ai connecté à une performance non seulement juste pour moi, alignée avec qui je suis, mais également avec un résultat qui était tout à fait favorable. Je distingue 3 composantes à cette notion de cette performance à travers la justesse de l'expérience. La première, c'est la connaissance de soi. Ce que je veux dire par là, c'est comment vous vous autorisez à atteindre votre plein potentiel en tirant parti de vos talents naturels en priorité, en les cultivant, plutôt que vous forcer par défaut dans un moule qui ne vous convient pas forcément. Même si, à première vue, vos talents naturels peuvent sembler comme des faiblesses au regard d'une vision cliché d'un sport tel que la street luge, je dis regardez-moi, ou un poste, un job. Cette photo illustre très bien mon propos. Comme vous pouvez le voir, je suis très aérodynamique. C'est parce que l'élégance et le style sont des choses extrêmement importantes pour moi. Quand j'ai débuté, j'ai commencé par apprendre à rouler proprement et techniquement avant d'oser aller vite. À peu près l'absolu opposé de l'apprentissage choisi par la plupart des riders, qui fait qu'on a régulièrement 1 ou 2 dangers publics sur la route, le temps qu'ils aient assez d'expérience pour nuancer leur manière d'approcher la luge. Du coup, cette propreté me rend très aérodynamique et je compense mon manque de poids en prenant l'aspiration, donc en me mettant derrière et en dépassant les gens. Deuxième avantage de mon gabarit, j'ai besoin de beaucoup moins freiner en entrée de virage parce que je risque beaucoup moins de déraper et du coup, je ressors en sortie de courbe avec beaucoup de relance. Troisième avantage complètement contre-intuitif, la poussée. Au départ, on pousse comme des cul-de-jatte un peu. Donc forcément, j'ai pas forcément le gabarit moyen de mes copains riders autour de moi. Par contre, je suis une fan de yoga et avant ça, je faisais beaucoup de surf. Du coup, la technicité que ces pratiques m'ont apportée m'a permis très naturellement de compenser mon manque de puissance physique, de force physique du fait de mon gabarit. Quatrième avantage, je suis une princesse. Je déteste me cracher. Alors, vraiment, ça m'agace au plus haut point. Du coup, j'ai mis à profit de manière très naturelle ma grande vitesse d'analyse de données que m'offre mon joli cerveau pour anticiper au maximum les situations problématiques ou alors avoir des réflexes très rapides pour me sortir des situations potentiellement dommageables pour mon intégrité physique. Et le dernier, c'est que la camaraderie et l'amusement sont des choses que je porte au niveau de valeur. Et au-delà de m'apporter un bien-être sans nom, c'est quelque chose qui va décupler mon potentiel de manière incroyable. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait avec qui j'étais.
Je n'ai pas passé des heures à analyser les courbes et à regarder quelle était la money line, comme on appelle ça, la ligne à 100 millions de dollars, qui va vous faire passer tout le monde. Ou alors, mon matériel, je l'ai fait tous pleurer parce que j'ai les mêmes roulements, donc c'est des petites gommes depuis 10 ans, alors qu'ils en changent tous à chaque course. Les roues, c'est la même marque, même si j'en ai régulièrement. Enfin bref, j'ai juste découvert qu'en apprenant à me faire confiance et en ne subissant pas les pressions de l'extérieur sur une vision potentiellement codifiée pour accéder à une certaine performance, eh ben, ça donnait des résultats vraiment sympas. Et que finalement, quand je me poussais un peu trop, parce que peut-être qu'en fait ils ont raison, eh ben, je me suis retrouvée une fois à me cracher à 110 km/h parce que j'avais changé mes gommes, que j'ai pris du wobble et que ça m'a fait m'envoler. Je peux vous dire que mon épaule, elle le sent encore. Donc, très grosse leçon à cette occasion-là. Et ça nous amène à la deuxième composante. La deuxième composante, qui est aussi importante que la conscience et la connaissance de soi, c'est la conscience et la connaissance de son environnement. Parce que votre environnement, il peut soit transcender votre potentiel, ou alors, au contraire, avoir un impact très négatif, à la fois sur votre bien-être et sur votre performance. Cette photo, pour moi, illustre parfaitement un moment de magie absolue. Alors pour vous, ça ne vous parle pas forcément. Mais en gros, là, on est à 6 de front, en entrée d'un virage 90 degrés droit, donc angle droit. La route est fermée à la circulation, rassurez-vous. On arrive à 70-80 km/h et très clairement, il n'y a pas vraiment beaucoup de place à l'erreur. On est très concentré, ça se voit sur nos visages. Par contre, par ailleurs, on se connaît depuis des années, on s'apprécie, on se respecte énormément et plus important, on fait confiance à notre capacité mutuelle à gérer tout aléa qui pourrait venir. Et ça, c'est de l'or. Au-delà de ça, il y a des gens qui ont un très très gros niveau sur cette photo. Donc ça crée une émulation positive incroyable. Et l'ambiance générale de l'événement était fantastique. Et il faisait beau. Donc tous les voyants étaient au vert. Je m'en souviens encore même de ce virage, de ce moment 6 ans plus tard. Ah oui, ce n'était pas une compétition, c'était un freeride. Ça aide beaucoup aussi. Ma performance individuelle a toujours été le résultat d'une dynamique de groupe, d'une émulation positive de la part d'un environnement qui était juste et qui me mettait non seulement en sécurité, en me challengeant de manière positive. En temps de qualification, je fais toujours des résultats assez moyens. Par contre, quand je me retrouve en phase finale, en poule de 4, c'est là que j'ai un lapin, j'ai des repères visuels, et là, tout d'un coup, la magie opère. Je remettrai trois aspects à cette notion d'environnement. Tout d'abord, il y a les gens. Qui est autour de vous sur la ligne de départ ou dans votre équipe? Vous avez bien compris qu'on peut très facilement faire le parallèle avec la vie professionnelle. Qui est sur la ligne de départ avec vous? Est-ce que je les connais? Est-ce que je leur fais confiance? Comment je me sens? Ensuite, le contexte. Quelle est l'ambiance générale de l'événement? Est-ce que je ressens un sentiment d'appartenance fort ou pas? Troisième contexte, quels sont les risques à gérer? Encore une fois, qui sont les gens autour de moi? Est-ce que je les connais? Est-ce que je sais que leur comportement peut potentiellement être risqué? Quelle est la sécurisation de la route? Comment je décide de me positionner vis-à-vis de ça? Et ensuite, à quoi ressemblent les bas-côtés derrière les sécurités? Est-ce que c'est du talus verdoyant et accueillant? Ou est-ce que c'est un ravin avec 100 mètres de gaz? Ou tout de suite, ça peut être fatal de passer de l'autre côté des protections. Parce que l'environnement n'est pas toujours idéal. Mais il y a deux choses. On a la responsabilité de connaître quel est l'environnement qui est bon pour nous et d'ajuster notre comportement en conséquence ou alors d'ajuster les choses pour que ce soit plus juste. Mais il y a des fois où il faut composer également avec l'environnement soit pas idéal, soit carrément toxique. Et à ce moment-là, il y a une chose très importante à prendre en considération et ça nous amène à la troisième composante. C'est revenir au cœur et au corps. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est revenir à l'essence. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi j'ai commencé à faire ce sport en premier lieu? Quelles sont les émotions et les sensations que je recherche? Et surtout, comment est-ce que je peux faire pour les connecter au regard des circonstances? Sur la ligne de départ, quand je sens que la pression passe complètement, que je sens que je suis en train de me mettre dans cette situation où des fois, sous le stress, j'arrive à me cracher toute seule. Je veux dire, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, c'est très frustrant. Mais quand je sens que je suis en train de monter en pression comme ça, je ferme les yeux. Je me souviens de pourquoi j'ai commencé ce sport à l'époque, en 2003. Quelles sont les raisons qui ont fait que je suis venue sur cet événement? Je remodèle tout le discours dans ma tête. Et à ce moment-là, le seul enjeu devient de prendre le plus de plaisir en ne me blessant pas. Parce que souvenez-vous, je suis une princesse. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Je me déconnecte complètement d'un enjeu de passer au tour suivant ou de gagner la compétition. Je lâche le contrôle, je lâche le mental. Et c'est là que la magie opère. Parce que c'est dans ces moments-là que je vais me prendre au jeu, que je vais me souvenir d'à quel point j'aime m'amuser et que je vais finir par dépasser tout ou partie de mes chers compétiteurs à qui j'avais par ailleurs longuement expliqué sur la ligne de départ à quel point j'étais stressée et qu'ils allaient quand même faire la course sans moi, parce que là, c'est beaucoup de pression. Hein. Donc, des fois, ça les agace, des fois, ça les fait rire, mais bon, le résultat est le même. Moi, ça me permet de décharger la pression. Parce que le contrôle, ça a son intérêt. La technique et l'expérience, c'est capital. La stratégie, on connaît tous les avantages que ça peut avoir. Et bien entendu, c'est important de savoir se pousser un peu. Mais la magie, elle opère quand vous ajoutez ce supplément d'âme, quand vous autorisez l'émotion et les sensations à revenir, quand tout d'un coup, en faisant cela, vous ouvrez les portes en grand à ce super pouvoir qu'on a tous en nous qui s'appelle l'intuition. C'est l'intuition qui va venir transcender l'expérience et la technique. Et c'est là que la magie, elle opère. C'est là que tout d'un coup, je vais prendre une courbe complètement improbable, qui, sur le papier, ne marchait pas, mais qui va me permettre de sortir devant tout le monde, ou que je vais légèrement me décaler en fin de chousse, quand on arrive dans le dernier virage, parce que, oh, il y a un truc qui sent pas bon, hein, et que quelques secondes plus tard, ça se crache devant moi au freinage. Ben voilà, bingo, merci l'intuition. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, messieurs, dames, c'est que l'épanouissement, l'expression de soi et la performance peuvent prendre des chemins que vous n'auriez pas imaginés. Aujourd'hui, je voudrais que vous ouvriez vos perspectives sur les différents moyens que vous avez pour connecter à votre plein potentiel et à votre performance. J'aimerais que vous autorisiez à ajouter des cordes à votre arc, à soigner le processus autant que le résultat, voire même à y attacher encore plus d'importance. Aujourd'hui, je voudrais que vous soyez performants et épanouis de la plus belle manière qui soit, en ayant l'audace d'être vous, en osant être vous-même et développer vos talents naturels, en osant soigner votre environnement, vous connecter aux sensations, au cœur, à l'intuition. C'est votre droit le plus absolu et j'irai plus loin. C'est votre devoir, parce que personne ne le fera pour vous, parce que personne ne connaît les réponses, personne ne connaît la recette de l'épanouissement de votre plein potentiel. Alors souvenez-vous de ces moments magiques dont je vous ai parlé en introduction. Quels en étaient les ingrédients? Je vous laisserai, en me réappropriant pour un moment, ce cher Paul Verlaine et son art poétique, et en vous disant de la justesse et de l'alignement avec soi avant toute chose, et tout le reste est littérature. Merci.